à cet instant de la campagne sur un sujet qui souvent y est comme extérieur alors même qu'il devrait occuper une place centrale dans notre réflexion sur l'avenir de notre pays. Il est très difficile de déconnecter l'observation des faits internationaux et des réponses qu'il faudrait y apporter de l'intelligence que l'on a de la situation particulière de la France et des problèmes qui se posent à elle. Si j'aborde les questions de défense aujourd'hui, je le fais avec un esprit particulier. Je crois que ce qui doit être premier dans ce débat, c'est la doctrine. La question de la discussion des moyens vient ensuite. Elle est seconde dans l'ordre du raisonnement, puisque ces questions se déduisent d'abord de l'idée que l'on se fait des problèmes et des défis que l'on doit relever et de la singularité de la patrie républicaine des Français. J'entre dans ces questions non comme dans une nouveauté. Le hasard de l'existence est ainsi fait que dans mes jeunes années, je m'intéressais spécialement, peut-être parce que c'était un sujet d'intérêt commun à l'époque, aux questions des stratégies de la guerre révolutionnaire. Je fais donc partie, peut-être, des quelques dirigeants politiques de gauche qui ont des connaissances sur le sujet qui peuvent remonter jusqu'au début du siècle, au moins. Ensuite, parce que j'ai été 3 ans secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat. Enfin, parce que je n'ai jamais cru que la politique dans le domaine international puisse être autre chose d'abord qu'une relation, un rapport de force, bien sûr pacifique, en tout cas il faut l'espérer, entre les puissances. Vous ne serez donc pas surpris que je parte de là. 2 bifurcations sont à l'œuvre dans l'histoire humaine. L'une met en jeu des conceptions extrêmement ancrées en nous. Celle qui voit l'ordre géopolitique changer et où ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident, mais que l'on ferait mieux d'appeler l'Europe, et ses extensions nord-américaines par exemple, ont pendant 5 siècles dominé, au moins dans notre imaginaire, l'ordre de la puissance mondiale. La seconde, plus récente, concerne l'ordre climatique, ou pour mieux dire, écologique. Ces 2 bifurcations doivent être prises dans l'analyse, chacune en compte, dans tout ce qu'elles impliquent réellement, et on verra que c'est tout à fait décisif pour décrire un autre ordre d'organisation internationale. Je considère que tout ce qui ne tient pas compte de ces 2 bifurcations est un vain bavardage. Première de ces bifurcations, celle qui résulte de la combinaison entre l'effondrement de l'ancien camp dit de l'Est et la baisse intrinsèque, substantielle de la puissance des États-Unis d'Amérique en crise d'hégémonie face au reste du monde, dont la racine est dans le rapport particulier qui s'est établi entre ce pays, le reste du monde, sur le dos duquel il vit à crédit. Pour finir, et s'il fallait résumer, toute la question se rapporte au statut particulier du dollar, monnaie qui depuis 1971 circule sans qu'il n'y ait jamais aucune garantie sur sa contrepartie matérielle. Du jour de cette décision, le 15 août, l'ordre qui a résulté de la fin de la guerre s'est effondré. Tranquillement, sans faire le bruit que ça aurait dû faire tout de suite, mais il y a été mis fin. Tous les arrangements qui avaient succédé à la guerre, qui eux-mêmes étaient le résultat de la crise des années 30. Les États-Unis d'Amérique sont donc mécaniquement, et quoi qu'ils en pensent, seront rattrapés par l'atelier du monde chinois et des autres puissances émergentes. Dès lors qu'à un moment quelconque, le statut de leur monnaie cesserait d'être celui d'une monnaie de réserve, alors
les citoyens américains devront payer ce qu'ils consomment au prix où les choses coûtent. C'est-à-dire que le dollar connaîtrait, et le monde avec lui, une monstrueuse dévaluation correspondante à son rapport réel avec la richesse matérielle produite dans l'univers, et parfois même échangée en dollars. La bulle représentée par cette masse de monnaie peut être qualifiée de métastable, c'est-à-dire à la limite sans cesse de l'équilibre. Tant et si bien qu'une petite pichenette peut produire un effet catastrophique au sens mathématique et réel du terme, tout à fait inouï. C'est ce que nous avons commencé à vivre une première fois au moins, elle est assez récente pour qu'on s'en souvienne, lorsque, à la faveur d'un divorce ou d'une difficulté personnelle, une personne a commencé à ne plus pouvoir payer son domicile et donc que la crise des subprimes a éclaté. Mais plus récemment, nous avons observé des signes beaucoup plus inquiétants de la menace. Les États-Unis d'Amérique ont cessé d'imprimer, de donner la masse des dollars imprimés depuis 2006, considérant que ça n'était pas une indication assez importante pour être publiée. Eh bien, nous considérons exactement l'inverse. Naturellement, qu'ils les publient ou pas, ça n'empêche pas de le savoir. En particulier, nos amis de la Banque du Sud n'ont jamais manqué de nous renseigner sur l'état réel de la situation. Et à la faveur de cette crise des subprimes, on a pu observer comment la recette classique qui avait été utilisée dans les crises précédentes s'est trouvée cette fois-ci quasi mise en panne. En effet, chaque fois qu'intervenait une crise, les États-Unis d'Amérique la compensent par l'injection massive de dollars qui relance une capacité d'emprunt, qui relance la production. Les trois courbes, en quelque sorte, sont liées. Lorsque, à petits pas, il a été tenté, si ce n'est de diminuer, au moins de contenir le développement de la masse monétaire en dollars, a éclaté la crise des subprimes. Cette conjonction a engendré, comme d'habitude, la même réplique, une masse considérable de dollars injectés. Et on a vu à ce moment-là qu'au lieu de faire redécoller en dernière instance la courbe de la production, celle-ci a à peine progressé en dépit d'une injection qui était sans précédent à ce moment-là. Puis la deuxième crise est intervenue après celle des subprimes et la nouvelle injection massive a donné un résultat encore moins perceptible que la première fois. Tant et si bien que nous pouvons considérer qu'à l'heure qu'il est, ce type de remède, qui est le seul que les États-Unis d'Amérique aient jamais trouvé au déclenchement d'une crise, est sans aucune efficacité prévisible. C'est dire le point où nous voici rendus. Quelque temps après cela, je mets de côté le fait que les États-Unis d'Amérique se soient rachetés à eux-mêmes 2500 milliards de dollars de dette d'État. Quelque temps après cela, nous avons vu se déclencher la crise grecque. Ce n'est pas le moment ici d'entrer dans les détails de cette crise, mais son aspect géopolitique me paraît, moi, tout à fait évident. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais admis qu'il puisse exister une monnaie de réserve alternative au dollar. Ils se sont préoccupés de toutes les manières possibles d'empêcher que se constitue ce qui d'abord était considéré par eux comme une ligne de défense face à l'URSS. Ils ont empêché que d'une manière quelconque cette Union européenne puisse devenir une puissance alternative et notamment que sa monnaie le devienne. La crise grecque intervient alors qu'on observait des mouvements, pas très brutaux, mais des mouvements qui dirigeaient la masse énorme des réserves de la Chine vers la constitution d'un stock plus important que dans le passé d'euros. On peut dire que c'est une menace qui est comparable à celle que l'on peut observer depuis le début de l'année 2012, lorsque les Japonais, de leur côté, se mettent à acheter des titres du Trésor de la banque chinoise. On peut donc situer une racine politique à la crise de l'euro qui se signale par le fait que des représentants du Trésor américain ont participé aux principales réunions des dirigeants européens de la période récente et notamment au plus fort de la crise.
Les uns disent pour apaiser le mouvement, je n'en crois pas un mot. Les autres, comme nous, pensent que le moment est venu de réaliser le danger que représentent actuellement, tels qu'ils sont, les États-Unis d'Amérique et leur modèle économique, et de se demander comment on a pu en arriver là et quels sont les principaux enseignements qu'on peut en tirer. Les États-Unis d'Amérique ne se sont pas confrontés pendant tant d'années à l'Union soviétique sans qu'eux-mêmes soient déformés par ce face-à-face. Et de bien des façons, maints sociologues ont observé le parallélisme qu'on pouvait constater entre le poids de la bureaucratie militaire et industrielle dans l'ancienne Union soviétique, qui, pour protéger ses privilèges et faire valoir ses intérêts, est entré complètement dans la logique que l'adversaire lui imposait. Souvenez-vous, c'était la guerre des étoiles, nécessitant des budgets militaires exponentiels qui privaient le fonctionnement de l'économie soviétique de la plus-value sociale que représentait le travail des ouvriers soviétiques, en le dirigeant vers des dépenses stériles, favorisant une bureaucratie qui elle-même finissait de paralyser le reste de la bureaucratie. Est-ce que le même mécanisme ne peut pas être observé du côté des États-Unis d'Amérique? J'affirme que oui. La multiplication des agences d'intelligence, le développement de l'économie d'armement, son poids sur l'économie totale, sa manière de se choisir des prétextes, des catégories avec lesquelles elle passe des pactes, en relation avec l'idée qu'elle se fait de l'organisation du monde, je pense aux pétroliers, tout cela lui a donné une place, à vrai dire, que nous n'aurons pas été les premiers à signaler, puisque c'est un président américain lui-même qui avait mis en garde ses concitoyens contre l'émergence et le poids grandissant d'un lobby militaro-industriel. Le lobby militaro-industriel a rempli une fonction particulière dans le fonctionnement des États-Unis d'Amérique, puisque, nonobstant les prétendus moments de libéralisme, je dis prétendus, ça ne signifie pas qu'ils ne l'ont pas été, cela signifie que l'enrobage idéologique ne correspondait pas à ce qui se passait réellement. Je veux dire, les grands discours sur le retrait de l'État du temps du président Reagan ont en même temps correspondu au plus vaste budget de recherche et d'armement qui ait jamais été consenti par ce pays. De sorte que, fonctionnant comme un volet d'entraînement, l'économie d'armement a permis la relance de l'économie en général. Telle est la façon avec laquelle, dans les économies capitalistes de premier rang, on a procédé jusqu'à présent, et en tout cas c'est comme ça qu'ont fait les États-Unis d'Amérique, acheter en quantité inouïe des biens qui ne servent à rien, et dont il faut, au bout du compte, trouver et légitimer l'existence, raison pour laquelle il faut à intervalles réguliers qu'il y ait un ennemi assez horrible pour le justifier. Observons le résultat de tout cela. Le budget de dépenses des États-Unis, depuis la fin de la guerre froide, a doublé. Alors même que son ennemi potentiel a disparu. Et c'est à partir de là, c'est-à-dire à partir de ce raisonnement sur la crise d'hégémonie des États-Unis d'Amérique, sur le véritable défi que soulève pour sa population son équilibre, sa cohésion, puisque, je le rappelle, il s'agit d'un État fédéral, dont bien naïvement, nous les Français, qui sommes pénétrés d'une vision de la République une et indivisible, croyons que le mécanisme se reporte sur toutes les nations que nous observons, inclus les nations fédérales. La stabilité des nations fédérales est bien moins grande que celle d'une république de notre type. Et les États-Unis d'Amérique n'échappent pas à cette règle. On se souvient à quel prix. Et comme c'est récent, ce processus d'intégration qui a conduit à l'existence des États-Unis d'Amérique. Pourtant, beaucoup semblent l'avoir oublié. C'est donc parce que cette menace existait qu'à la sortie de la guerre froide, avec la fin du camp socialiste, il a fallu reconstruire la raison d'être de l'hégémonie et de l'hyperpuissance. L'opération s'est déroulée en plusieurs temps.